la prévalence, elle sera plus précise que la INTL. Mais ça, la représentativité n'a pas de relation avec la taille. Pour illustrer la relation entre la taille d'échantillon et la représentativité, je vais donner un exemple. Un exemple de l'estimation de la prévalence des maladies respiratoires dans les sociétés de production et d'exploitation des hydrocarbures en Algérie, Nafta, Sonatrach, etc. Imaginons, c'est un exemple fictif, imaginons que la taille de population, c'est-à-dire les employés dans toutes ces sociétés, est 100 000 employés. Ces 100 000 employés nous avons sur les 100 000 employés, nous avons 85 000 ouvriers qui sont en contact avec les hydrocarbures. Et nous avons 15 000 cadres. Cela signifie que la population totale, nous avons 85% d'ouvriers et 15% de cadres. C'est mon col bleu, col blanc ou col bleu. Col blanc, c'est les cadres. Col bleu, c'est les ouvriers. En épidémiologie. Donc, imaginons, j'ai un étudiant qui a pris un échantillon de 1000 employés. Dans mon échantillon, j'ai 600 ouvriers. Et à l'échantillon, j'ai 600 ouvriers et j'ai 400 cadres. La question qui se pose, est-ce que cet échantillon est représentatif de la population? Non, il n'est pas représentatif. Voilà. Parce que nous avons 85% ouvriers et 15% cadres. D'où l'équivalent de l'environnement des enquêtes épidémiologiques, qui est une partie très importante, c'est moi, analyse descriptive. Même qui dit était descriptive, dit une analyse descriptive. C'est توصف العينة تاعك. وأنا en tant que reviewer, alors je dis que l'عينة, est-ce qu'elle est semblable ou la représentative de la population totale? Donc la réponse, c'est non. Cet échantillon, malgré les 1000, il est énorme, bon, mais il n'est pas représentatif de la population totale. Imaginons un autre étudiant ou un autre chercheur va prendre un échantillon de 10 employés. Sur les 10, il y a 8 ouvriers, il y a 2 cadres. La population totale, c'est 85, 15. Est-ce que cet échantillon est représentatif? Oui, il est représentatif. Il est faible, il est imprécis, mais il est représentatif. Je vous dis comment je peux assurer la représentativité. Quel est un seul paramètre pour assurer la représentativité de l'échantillon? Seul le tirage au sort aléatoire qui permet de garantir la représentativité de l'échantillon. Tirage au sort. Vous allez me dire, certes, on peut faire un tirage au sort dans une société où il y a un listing d'employés. Comment je peux faire dans la population générale? Quelle des méthodes? Quelle table nombre au hasard? Quelle d'autres méthodes pour la population générale? C'est moi un tirage au sort systématique. Bon, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui pour présenter le type de tirage au sort. Donc, la deuxième remarque, la plus importante, c'est que la taille d'échantillon n'a pas de relation avec la représentativité. La taille d'échantillon a la précision. Est-ce que vous avez bien estimé le paramètre? Mais la représentativité, c'est le tirage au sort qui peut garantir la représentativité. Bon, l'analyse des données, c'est la partie la plus facile dans les enquêtes épidémiologiques. Cette chronique, c'est la partie la plus facile. Parce que les logiciels, ils font tout maintenant. Mais la planification de l'enquête, c'est ça le plus difficile. Bon, analyse statistique. Comment on calcule la prévalence? La formule est simple. M sur N. C'est quoi N? C'est la taille de l'échantillon. M, c'est quoi? C'est le nombre de malades. Mais, il y a un autre paramètre. Parce qu'on travaille sur un échantillon humain, on est obligé de calculer son intervalle de confiance. Voilà, on calcule l'intervalle de confiance. Pourquoi on calcule l'intervalle de confiance? Imaginons, moi j'ai fait une enquête. J'ai fait un tirage au sort. J'ai ramené 300 individus par tirage. J'ai calculé la taille d'échantillon. J'ai besoin de 300 individus.
j'ai fait un tirage au sort conforme, un échantillon représentatif, j'obtiens une prévalence. Imaginons madame, provision elle va faire la même démarche dans la même population, mais avec un autre échantillon. Démarche correcte de A à Z. Est-ce que forcément on va trouver la même valeur de prévalence? Non, parce qu'il y a une variabilité biologique entre les individus. C'est quoi la signification de l'intervalle de confiance? Là, ça rentre la beauté de statistique. Là, ce n'est pas de l'épidémiologie. L'intervalle de confiance, c'est un paramètre qui me permet de faire l'inférence statistique à partir d'un seul échantillon sur la population totale. L'inférence statistique, c'est l'extrapolation. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas obligé que Mme Aina va retravailler derrière moi. Ou là, je ne suis pas obligé de travailler sur toute la population. Même l'échantillon théorique, je suis sûr que je n'ai pas commis des erreurs, j'ai bien calculé la taille d'échantillon, mon échantillon est représentatif. Quand je calcule l'intervalle de confiance, la signification TAO, c'est quoi? Que la vraie valeur de la prévalence dans la population totale a 95% de probabilité de se trouver entre la borne inférieure et la borne supérieure de l'intervalle de confiance. Allez, la signification TAO. On a une autre signification, c'est que si je ramène 100 chercheurs, 100 chercheurs dans cette population, et on utilise la même méthode d'échantillonnage, de ça, elle fait 1000 chercheurs, نسيبوا 95 chercheurs عندهم la valeur تاعهم داخل عندك l'intervalle de confiance. وخمسة يكونوا à l'extérieur de l'intervalle de confiance. C'est ça la deuxième signification. Et nous, on regarde beaucoup plus en épidémiologie l'intervalle de confiance. Et moi, je regarde beaucoup plus l'intervalle de confiance. C'est ce qui m'intéresse. Donc, deuxième étude, la plus importante, c'est l'étude Katima. 15 contrôles, je t'ai dit. C'est la plus importante. Même en publication, vous allez trouver que cas témoin. Bon, l'objectif principal de cette étude, c'est quoi? C'est de tester l'impact de l'exposition à plusieurs facteurs sur le risque de maladie. Vous allez me dire comment l'impact de plusieurs facteurs? Toujours, je suis obligé de retourner à la bibliographie. صحاولوا لي الشيخ راهو خلاص داروا في الميريتان داروا هذه لا مالادي كاتيما علاه ندير في الجزائر. Bon, on va voir pourquoi on va faire ça. On va voir pourquoi. Donc, je vais tester l'impact de plusieurs facteurs, l'exposition à plusieurs facteurs. C'est quoi l'exposition à ce facteur? Est-ce que j'ai le facteur ou pas? Est-ce que je suis fumeur ou non fumeur? Est-ce que je travaille dans un milieu à risque ou non? Est-ce que c'est ça? L'exposition à plusieurs facteurs et la maladie. Bon, si le risque de la maladie augmente avec le niveau d'exposition, ce facteur, c'est le mot facteur de risque. Si le risque de la maladie diminue avec l'augmentation du niveau d'exposition, ce facteur, on appelle facteur protecteur. Ça, c'est beaucoup plus pour des expositions bénéfiques, il y a des médicaments. Troisième cas de figure, si le risque de maladie reste constant en fonction du niveau d'exposition et du niveau le reste de mèche, donc il n'y a pas de relation entre les maladies. Je vais revenir pourquoi je fais une enquête Katima. Peut-être un facteur de risque aux États-Unis, on n'a pas un facteur de risque. Ça peut arriver. Peut-être aux États-Unis, parce que pourquoi? On va étudier facteur par facteur. On met un calcul, un indicateur qui s'appelle l'odds ratio, OR. Plus l'odds ratio est élevé, plus le facteur est très important. Peut-être aux États-Unis, ou là en France, ou en Tunisie, il y a un facteur de tabagisme. Peut-être en Algérie, ce n'est pas le tabagisme, c'est un autre facteur. Il y a un autre facteur. Elle est un déro pour cibler des campagnes de dépistage, de prévention. Mais nous avons une enquête. أنا عندي des ressources limitées. ما عنديش درهم بزاف, j'ai pas beaucoup d'argent. Je dois cibler un facteur pour limiter la maladie, mais نستعمل des études qui ont été faites ailleurs. Parce que peut-être notre ratio de tabagisme aux États-Unis ou l'obésité هو le plus élevé. Parce que là, nous calculons les indicateurs, nous نرتبوهم en ordre de hiérarchie. Le plus important
vers le moins important. L'ordre aux États-Unis n'est pas forcément le même en Algérie. Donc c'est pour ça que ça permettra d'élargir les facteurs de risque et de cibler les facteurs dans les plans de prévention. Bon, le protocole du cercle, c'est l'étude la plus simple en épidémiologie. Je ramène deux groupes, pas plus. Un groupe malade et un groupe non malade. Qu'est-ce que je dois commencer? Je dois, avant de commencer, donner une définition de malade. C'est quoi un malade? Il faut donner une définition. Un groupe de malades et un groupe de non malades. Bon, il y a un paramètre. Il faut que lorsque je divise la taille de groupe témoin sur la taille de groupe K, je ne dois pas dépasser 4. Vous allez trouver que des gens dépassent le 4. Ça peut y arriver. Mais c'est pas méchant, mais d'un point de vue puissance statistique. Là, on parle statistiquement. Il ne faut pas dépasser 4. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on récolte des informations sur le facteur étudié. Il y a l'exposition au facteur étudié. Nous soit un questionnaire, soit par laboratoire aussi. Si je suis en train de tester l'exposition à un déterminant, un marqueur génétique, marqueur je ne sais pas quoi, on a les cas, on a les témoins, on dit est-ce que le marqueur est présent ou non. Peut-être c'était un biomarqueur de risque de telle maladie. Parce que nous, en cadre questionnaire, non, on peut combiner questionnaire avec analyse de laboratoire. En bas, chez les cas, je comptabilise le nombre de gens qui sont exposés au facteur étudié, chez les témoins aussi, et je vais comptabiliser le nombre de non exposés chez les cas, chez les témoins. Vous voyez, c'est une enquête simple. Par contre, ça nécessite un peu des connaissances philosophiques. Ça rentre un peu de la philosophie ici. C'est pas pour interpréter. Beaucoup plus. Bon, définition de cas, c'est une définition biologique, médicale et tout ça. Ça rentre, par exemple, lorsque je parle sur les expositions professionnelles. Ça rentre un peu de la philosophie. قال وين تنحسبوا exposé. Est-ce que قاعد 5 سنين في ذاك البوست ouvrier ولا قاعد 10 سنين? Parce que la définition de l'exposition, elle est très importante dans les cas témoins. Monsieur, parce que واحد قاعد النهار خدام بهذاك ouvrier نحسبوا بلي ouvrier. Ça nécessite des débats philosophiques avec les médecins et tout ça, ou avec des gens qui font la toxicologie, avec des médecins de travail et tout ça. قال صح خدم 5 سنين بصح خدمهم متقطعين خدم عامين ومن بعد دار اري مالادي عام ومن بعد il faut creuser, il faut donner une définition surtout pour les expositions professionnelles. Il faut donner une définition. C'est moi fenêtre d'exposition. Cher, ou est-ce que continu, discontinu, c'est un peu difficile, vraiment c'est un peu difficile. Ça se discute dans la partie discussion de l'article. C'est vraiment casse-tête, hein? C'est casse-tête. Mais après, non, les autres, c'est facile. Les autres, c'est facile. Bon, la taille d'échantillon. Qu'est-ce une formule pour la taille d'échantillon aussi? Qu'est-ce une formule pour la taille d'échantillon pour des études 4 mois? Bon, je vais passer rapidement. La taille d'échantillon R, le R, c'est quoi? C'est le ratio de témoins sur les cas. Un témoin ou un cas, يعني ندي 200 ندير R يساوي 1. راني باغي ندير 2 témoins et un seul cas, ندير R يساوي 2. راني باغي ندير 3 témoins et un seul cas, ندير R يساوي 3. D'accord? P1, P2. P1, P2, c'est le pourcentage d'exposition. P1, c'est le pourcentage d'exposition chez les cas. P2, c'est le pourcentage d'exposition chez les témoins. La littérature, toujours la littérature. Ou P, il y a la moyenne de P1 et P2. P1 plus P2 divisé par 2. Bon, je ne vais pas trop tarder dans cette formule. Je vais donner un exemple. Un exemple sur l'exposition professionnelle et le risque de bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO.
C'est un exemple tiré à partir d'un article qui a été publié à PLOS ONE. Donc l'article, ils ont étudié l'exposition aux professionnels et le risque de la maladie BPCE. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, je vais donner l'exemple de la fonderie, des gens qui travaillent dans une fonderie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas casé leur tête. Ils ont ramené 547 malades, 547 témoins, et les 547. La population cible, c'est les gens qui travaillent. 547 malades de la BPCE et 547 employés qui n'ont pas la BPCE. Après, des diagnostics de laboratoire, aussi questionnaire. Sur les malades, ils ont trouvé qu'il y a 123 employés qui travaillent dans les fonderies. Par contre, chez les témoins, ils ont trouvé qu'il y a 23 employés qui travaillent dans les fonderies. Bah, le complément, il y a chez les malades, 123 qui travaillent dans les fonderies, 424 qui travaillent dans d'autres secteurs, agronomie, commerçants, je ne sais pas quoi. Chez les témoins, ils ont trouvé qu'il y a 23 témoins qui travaillent dans les fonderies, il y a dans les fonderies, mais même ok, 524 qui travaillent ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont présenté les résultats sur ce tableau de contingence. Les cas, les témoins, en fait, ils ont le nombre de personnes exposées. Il y a le nombre de personnes qui travaillent dans les fonderies, chez les cas et chez les témoins. Quel est un seul indicateur dans les enquêtes cas témoins? C'est notre ratio, OR, c'est pour les articles. OR, la formalité à l'ONLDA. Après, vous pouvez donner la présentation aux étudiants, bien sûr. OR, et je calcule le OR. OR supérieur à 1, c'est un facteur de risque. OR inférieur à 1, c'est un facteur protecteur. Puis je calcule l'intervalle de confiance de OR. L'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, c'est quoi? L'intervalle de confiance ne contient pas le 1 et le OR est supérieur à 1. Donc, l'exposition est un facteur de risque. L'intervalle de confiance ne contient pas le 1 et le OR est inférieur à 1. L'exposition est un facteur protecteur. L'intervalle de confiance contient le 1 ou le odds ratio égale 1. L'exposition n'a pas de relation avec la maladie. Dans notre exemple, si on a OR, l'odds ratio 6, nous sommes dans l'intervalle de confiance, mais 4, dans 11. Dans notre exemple, bon, c'est pas l'exemple, c'est les chercheurs qui ont publié l'article. Ils ont dit, conclusion, les travailleurs des fonderies présentent un risque accru de développer la BPCE. C'est logique, ça va m'embêter de يجيبوا كاع les métiers وكالكيلو كل واحد متراصو بيعرفوا quel métier le plus touché pour le cibler après. Donc c'est ça. Et merci pour votre attention. Et donc je remercie Dr Belkara pour cette conférence. Vraiment, on a appris beaucoup de choses, la mise à jour, et qui est très importante pour les futurs doctorants qui pourront faire des études épidémiologiques. Voilà, donc on passe. Ah, d'accord. Donc s'il y a des questions, j'ouvre le débat. S'il y a des questions à poser. Pour sa présentation. Je me présente en premier, c'est Dr Zmin de l'Université de Schlepp. Concernant les études de KTM, vous avez parlé du odor issue, c'est-à-dire le OR, mais un petit peu, je vais poser une question concernant un autre test, le test de Ki2. Voilà, et le p-value. Est-ce qu'on peut utiliser ce test-là dans le cadre des études KTM? Et est-ce qu'on peut utiliser ce test dans le cadre des études transversales? Et merci. Dans les enquêtes cas témoins, on est obligé de calculer l'odds ratio et de calculer l'intervalle de confiance et en même temps de confirmer par le Ki2. Mais les deux disent la même chose. Par contre, dans les enquêtes transversales,
On n'est pas obligé de traquer les deux parce qu'on ne fait pas des enquêtes analytiques. Parce que lorsqu'on fait le quai de test statistique, là on rentre dans l'analytique. Transversal, c'est descriptif, on décrit seulement. Donc, j'ai une question pour l'échantillonnage. Est-ce que le tirage que vous faites, est-ce qu'il est exhaustif? Et si on utilise la table des nombres au hasard, est-ce qu'on va remettre l'échantillon et on passe? Parce qu'on est obligé de préparer une séquence de l'exercice. On est pour la table des nombres au hasard. Est-ce qu'on va tirer avec remise ou bien sans remise pour qu'on puisse bien sûr arriver à l'échantillonnage satisfaisant? Bien sûr, généralement, on préconise et on préfère sans remise. Sans remise. C'est ça le plus important. Parce qu'avec remise, vous pouvez avoir un seul individu qui contribue 2 fois dans les observations. Ça va causer un problème de l'indépendance. Parce que nous, on a un principe en épidémiologie, en biostatistique, c'est l'indépendance des observations. J'ai une petite question. Je voudrais savoir, est-ce que pour l'échantillonnage, par exemple, si on voudrait savoir connaître la prévalence de pathologies quelconques dans une région, et là, est-ce que l'échantillonnage se fera de la même manière que ce que vous avez donné, enfin la même formule? Oui, bien sûr, la taille est toujours utilisée pour une enquête transversale, quel que soit. Lorsque vous voulez calculer la prévalence d'une maladie ou le pourcentage d'un phénomène, vous êtes obligé d'utiliser la formule que je vous donne pour les enquêtes transversales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous pose une deuxième question, si vous permettez. Par rapport aux facteurs de risque, toujours dans les études cas témoins, est-ce qu'on peut on peut comparer plusieurs facteurs de risque avec le même odd ratio, c'est-à-dire, si on parle un petit peu des études de cas témoins par rapport à l'aspect génétique, si on a un polymorphisme et une mutation, et plusieurs d'autres facteurs de risque d'ordre environnemental. Est-ce qu'on peut faire une comparaison de ça, c'est-à-dire plusieurs facteurs de risque avec le même polymorphisme? Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, on peut faire ça, on appelle la stratification. On fait une enquête catégorie stratifiée. Une population stratifiée. Oui, c'est ça, on peut faire ça. On peut le faire. Oui. Mais par rapport au odd ratio, est-ce que ce serait des odd ratios différents? Bien sûr, sur la stratégie, on fonctionne. Le même pour le... Non, stratégie, vous aurez plusieurs ratios. Plusieurs? Oui. D'accord, merci. Merci, je vous remercie infiniment pour la présentation. Et on aimerait bien que, quand on prend la décision de faire des études statistiques, on prendra ça en considération, car c'est très important. J'aimerais bien poser la question, en lisant un petit peu les articles, on voyait qu'il y a ce qu'on appelle des méga-analyses. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'une méga-analyse, et pourquoi dans ces articles-là, ou par rapport à ces recherches-là, ils ne font pas minimiser le nombre de N pour représenter la population. Pourquoi ils font ces méga-analyses-là? Je commence avec le mot méga-analyse. Lorsqu'on fait méga-analyse, c'est une unité centrée. C'est-à-dire, cette étude elle est réalisée par des institutions. C'est beaucoup plus pour les études de cohorte qu'on fait ça, méga-analyse. Les études de cohorte, on n'utilise pas la même formule. Et même, on ne peut pas être au fond de la formule parce qu'on a des ressources illimitées. Cette formule, elle est beaucoup plus pour utiliser pour les chercheurs dans l'université. Lorsqu'on a des ressources illimitées, pour minimiser les travaux, minimiser le temps, minimiser les réactifs, on utilise cette formule. Mais lorsque je fais une analyse, c'est-à-dire quoi? Un ministère, un AIA ou un centre de recherche, c'est des ressources illimitées, donc ce n'est pas la peine d'utiliser la formule. D'accord? C'est ça la différence, la différence entre les deux. Moi, je vous ai présenté lorsque je suis un chercheur dans une université, et je n'ai pas des ressources limitées pour faire des analyses. C'est pas trop meilleur, c'est bon. C'est beaucoup plus précis, vous gagnez 3 points de précision par exemple. Je vous ai montré totalement.
Je voudrais vous poser une question, M. Bekaraf, concernant le facteur dépendant et facteur indépendant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par rapport au facteur dépendant et facteur indépendant dans les études de catégorie? Facteur dépendant, c'est la maladie. Indépendant, c'est les facteurs de risque. D'accord? La maladie, parce qu'elle dépend des autres. Je peux tomber malade parce que je fume une cigarette, mais je ne fume pas de cigarette parce que je suis malade. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle dépendant, indépendant. Je tombe malade parce que je suis fumeur, donc je dépends de la fumée, de la cigarette, mais je ne fume pas parce que je suis malade. D'accord? Facteur dépendant, c'est la maladie toujours. Indépendant, c'est les facteurs de risque. Avant de faire des conclusions, c'est-à-dire, est-ce que ce sont... Non, c'est pas conclusion, ça c'est comme une équation. Y égale X, Z. Y, c'est la maladie, facteur dépendant. X, c'est les facteurs de risque, facteurs indépendants. Tous ils sont appelés, c'est-à-dire... Indépendants. Pour faire une comparaison entre témoins et les cas. Le pourcentage de témoins par rapport aux cas. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre 25 sujets témoins avec 75 sujets malades? Le pourcentage ou bien la taille du témoin par rapport à... Il faut que le nombre de témoins soit égal ou supérieur au cas. Première chose. Le nombre de témoins doit être égal ou supérieur au nombre de cas. Statistiquement, je divise la taille de témoins sur les cas pour avoir une meilleure puissance statistique. Il faut 4. C'est-à-dire pour chaque témoin et chaque cas, je recrute 4 témoins. Chaque cas, c'est-à-dire 25 malades. شحال لازم؟ 100 centimes, 100 centimes. 25 malades, centimes. Une autre question, s'il vous plaît. Si, par exemple, je suis un responsable, est-ce que je me base sur la prévalence pour prendre une décision ou bien sur l'incidence? Quelle est ça-à-dire entre les deux? Parce que souvent, on trouve que les gens, surtout par exemple les responsables chez nous, avec le manque d'études statistiques et prendre des décisions, mais sans se référer à l'un des deux paramètres. Quel est le but ici, dans le cas de prendre une décision? D'accord? Si je veux faire une stratégie à court terme, des décisions immédiates, on utilise la prévalence. D'accord? Généralement, la prévalence dans l'épidémiologie, c'est pour le pouvoir public. L'incidence, c'est pour les chercheurs. Parce que on travaille sur l'incidence sur des maladies chroniques. Il faut faire une cohorte 10 ans, 15 ans. Donc ça prendra beaucoup de temps. Dans les maladies chroniques, on utilise beaucoup plus la prévalence pour le pouvoir public. Pour savoir combien de lits j'ai besoin à l'hôpital, combien je dois acheter de médicaments. C'est beaucoup plus pour répondre aux besoins. Du cerveau. Toujours dans une situation d'urgence, d'accord, la prévalence. En fin de compte, elle ne prend pas en compte le temps, parce que c'est comme si c'est une image, c'est-à-dire aérienne, d'une situation X. C'est une urgence. Mais par exemple, de prendre une décision vraiment basée sur des choses. Ils sont obligés de faire une enquête de corps. De corps. D'accord, merci. Il y a des limites quasiment, à la limite, mais corps, beaucoup plus. On travaille sur l'incidence. Parce que l'incidence, c'est beaucoup plus, il nous permettra d'identifier les facteurs de risque avec une confiance plus élevée par rapport aux catégories.
Alors, je tiens tout d'abord donc à remercier le docteur Becara pour son intervention, d'accord, qui s'est focalisé plus sur les critères d'épidémiologie et plus spécialement, d'accord, cette histoire d'échantillonnage et d'échantillons. Je pense que les gens qui sont là, ils optent pour des études épidémiologiques, mais ils peuvent opter encore pour des études d'ordre expérimental en général. La question que je vais poser, elle est d'ordre général, d'accord? Cette histoire d'échantillons, donc il y a l'aléatoire simple, par strate, par phase, d'accord, par grappe, et ainsi de suite. Quels sont les critères qui vont essayer d'orienter le chercheur à opter pour tel ou tel échantillon? Merci. Il y a un protocole. Si on regarde dans la littérature, dans les livres d'épidémiologie, il y a un protocole ou un diagramme pour choisir un tel ou tel échantillon. Un protocole ou un diagramme commence par des questions. Y a-t-il une base de données disponible? Oui, non. Et après, ça bifurque. Est-ce qu'il y a-t-il des informations auxiliaires? Des bases de données, nom de l'individu. Informations auxiliaires, l'âge, le sexe, je ne sais pas quoi. Y a-t-il des informations auxiliaires, c'est-à-dire l'âge, le sexe, tout ça? Oui, non. Est-ce que ces informations ont une relation sur la maladie? Oui, non. Dans chaque bifurcation, vous avez un type de sondage à utiliser. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser comme ça au hasard un type de sondage. Il faut utiliser ce diagramme. En répondant aux questions du diagramme, on arrivera au type de sondage qu'on pourra utiliser. Donc là, vous êtes en train de parler des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. Non, c'est le diagramme qui me permettra d'utiliser. Est-ce que j'utilise un tirage sur aléatoire simple, systématique, en grappe, en strate? C'est le diagramme qui me permettra d'utiliser tel ou tel. Non, ça c'est dans le contexte épidémiologique. Oui. Dans le contexte général de l'expérimentation, il y a un doctorant qui est là, d'accord, il va essayer de faire une expérimentation. Quel est le type d'échantillon auquel il va opter, d'accord, avant de commencer son expérimentation? Mais par exemple, quelle expérimentation? Je ne sais pas moi, l'expérimentation en microbiologie par exemple, l'expérimentation en physiologie, etc. Même si ça, on peut le transformer en diagramme pour l'expérimentation. C'est-à-dire que si la base de données individuelle, maintenant la base de données civile, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, c'est en fonction des données que vous avez, vous allez choisir tel ou tel type d'expérimentation. Mais le plus important, c'est que vous pouvez utiliser par deux grilles, vous avez des deux grilles, vous avez des données en boîte, ça dépend de la nature de l'expérimentation. Elle-même, oui. Il n'y a pas un seul plan qui pourrait être utilisé pour toutes les expériences. C'est en fonction de l'expérimentation. Est-ce qu'il fait une expérimentation sur 2 phases, 3 phases, je ne sais pas. C'est en fonction de l'expérimentation. Nous, on pourra utiliser le même diagramme, mais c'est pour ça que je dis que l'épidémiologie est beaucoup plus, c'est de la philosophie. On utilisera le diagramme qui a été développé pour l'épidémiologie, pour l'expérimentation. Mais l'expérimentation aussi, c'est des enquêtes épidémiologiques. C'est des enquêtes épidémiologiques. Bien sûr. Cas témoins, on appelle ça cas témoins, mais je dis toujours à mes étudiants, cas témoins, c'est dans toutes les expérimentations. Mais les observations, c'est moi, cas témoins. Mais cas témoins, la notion, cas témoins, ça existe partout, même dans l'expérimentation. Une enquête expérimentale, que j'ai montré tout à l'heure, c'est une enquête cas témoins aussi. Quand on ramène un groupe où il est malade et un groupe non malade, et on va suivre. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Donc, dans l'ordre de la philosophie, donc, en tant que chercheur, on a toujours un problème dans les études cas témoins de définir le témoin. Le témoin, c'est vraiment donc, un problème selon l'étude. Si on parle du polymorphisme, ce n'est pas un problème parce qu'on ne change pas par l'âge, donc il y en a un problème de sexe et tout. Donc, est-ce qu'il y a un modèle statistique pour définir le témoin selon l'étude? Et restons toujours sur le cas témoin. Vous avez dit, donc, cas témoin, il y a cas et témoin. Des fois, on a un autre modèle que dans le cas, divisé en 2 ou 3 selon, par exemple, avant traitement, après traitement.
Et d'accord, merci. Merci pour toutes ces questions. Bon, je ne voulais pas trop rentrer dans le détail. Bon, la première question, c'était comment on choisit les témoins. Moi, je vais revenir aussi sur la fenêtre d'exposition que j'ai parlé tout à l'heure. Choisir les témoins, c'est une opération très difficile. C'est la plus difficile. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que témoin, je suis témoin non malade. Non malade de la maladie, je suis en train d'étudier. On peut avoir des cas témoins réalisés dans un milieu hospitalier, c'est-à-dire quoi? Je veux étudier l'impact de tabagisme ou je ne sais pas quoi sur les maladies cardiaques. D'accord? Je vais aller au service cardio dans l'hôpital, rempli catégorie. Je peux chercher même les témoins dans l'hôpital. Ça m'arrange n'importe où. Ça m'arrange sur le banco. Ni m'arrange sur le banco. Parce que le tabac a une relation avec la maladie cardiaque ou une relation avec le cancer. Ça va forcer mon résultat. Oui, non, non. نروح بالك جينيكو ولا نروح traumato ولا نروح لي. Donc le choix de témoin, c'est très important parce qu'il faut avoir un témoin اللي ما يكونش عنده les mêmes facteurs de risque كيف مع نيكا. Sinon vous allez voir يرجع votre ratio égal 1. Mais il y a toujours un autre problème. Donc, quand on filtre les témoins, on est en train d'orienter les témoins. C'est pas orienter les témoins, non. On aimerait bien avoir des témoins de la population générale. D'une façon, il y a des articles qui parlent de ça. Donc, en filtrant les témoins, on est en train d'orienter notre population. C'est pas orienté, il faut des techniques. Il y a un standard à suivre. Par exemple, que si je veux, c'est pas orienté, parce que si je veux aller dans le service cardio, les cas c'est cardio, ou dans le service concours. ما نحسب طبعا عندها ريلاسيون مع المالادي كاردياك نية باسكو اون كوفان سي دي فيمور داكور سي با اورينتي انني جوتيليز كاتيمون دون ان ميليو هوسبيتالي سي ان ريسك énorme. Moi pourquoi j'utilise quasiment dans un milieu hospitalier? Parce qu'il est facile de recruter les témoins. Sinon l'idéal je dois aller à la population générale au hasard. On donne test, est-ce qu'ils sont malades ou non? Le tirage au sort au hasard, normalement. Au hasard, dans la population totale, on donne le test. S'il est non malade, on a fait enquête terrible. Mais comme c'est difficile à réaliser, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les services hospitaliers. Mais faut m'inquiéter. Mais ils doivent bien choisir les témoins. Ils viennent dans un service qui ne partagent pas les mêmes facteurs de risque techniques. D'accord? Alléluia. Deuxième chose, oui, l'exposition qui est des niveaux. J'ai fait binaire pour simplifier. Mais maintenant, dans les exposés, maintenant, je donne toujours pour cigarette. Normalement, 10 fumeurs, non fumeurs. Non. Non fumeurs, fument moins de 10 cigarettes, plus de 10 cigarettes. Donc on peut faire plusieurs groupes d'exposés. Mais c'est le même méthode de calcul, l'autre ratio, qui de, le même protocole. C'est la même chose. D'accord? C'est sûr. C'est le monter les catégories. C'est là, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est facile à réaliser. Ça, qui te dit, mais dans des grandes villes, on la merde. Ils vont poser des questions, protocole tag et décortico. C'est ça le problème de la catégorie. Donc il faut bien planifier dans cette catégorie. Oui, il y a un autre aspect, j'ai oublié. Généralement, quand la blanquette transversale, on le quatre témoins. Qui veut? Transversale, le dernier chantier. Pour retourner à votre question. Je commence avec un échantillonnage au hasard dans la population. Maintenant, je veux estimer la prévalence des enfants anémiques qui sont scolarisés dans les primaires dans le milieu du chien. Alors, l'académie a été 10, nous avons 300 enfants au hasard. Nous avons 300 enfants au hasard, nous avons un test. De sanguin pour savoir est-ce qu'ils sont anémiques ou non. On sait que sur les 315 enfants anémiques. Donc la prévalence c'est quoi? 15 sur 300. On va le faire de tout le monde. 15 ils ont les cas. On a des témoins non anémiques. Donc c'est comme ça on fait. Et comme ça on évitera le problème d'orientation. C'est un témoin
C'est moi qui ai été choisi aussi. Oui. D'échantillonnage et d'échantillon. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas l'affirmer. D'après vos lectures, etc., d'articles, est-ce que vous pensez que c'est bien réétabli cette histoire d'échantillonnage? Non, le problème en Algérie, c'est beaucoup plus arrêté dans les enquêtes transversales. Malheureusement. Bon, surtout chez les médecins, ils ont une quantité énorme de données. Mais ça s'arrête beaucoup plus dans les enquêtes transversales. La formule, rarement que les gens les utilisent, pour être honnête. Il m'a dit, je même des fois dans mes études, on dit toute la formule. Normalement, je dois sélectionner 300 000 bien. وقت ما قدنيش وما بين لهم بلي استعمل la formule. D'accord? Parce que même dans des articles, des fois ils disent que la formule, je dois normalement prendre 300 individus, mais malheureusement, nous avons pu trouver que 250. Mais attends, je mets, d'accord? Non. Nous avons des obstacles énormes. Nous avons d'énormes obstacles. Et ce qui me fait mal beaucoup plus, c'est que les côtés de chercheurs, médecins, cliniciens aux hôpitaux, ils ont des données énormes. Et lorsqu'ils publient leurs données, ils font que transversal. Chacun est malade, c'est le manicom. Ils me disent quasiment facilement publiés dans des grandes revues. Richel Koun avec leurs données. C'est un grand problème. Une autre fois. Je pense que monsieur, il pose un problème. Je pense que le monsieur, lorsqu'il vous a parlé de choix du standard, ou groupe témoin, c'est que malgré, c'est un point de vue philosophique, hein, c'est que toujours il y a un biais, c'est-à-dire des biais. C'est-à-dire malgré, si j'utilise une méthode standardisée, tout, mais est-ce que philosophiquement, est-ce que ce n'est pas un biais, ça entre pas dans les biais de, c'est-à-dire toujours mon échantillon sera biaisé, d'accord? Il n'y a pas une enquête sans biais. Ah, d'accord. Jamais il y aura une enquête sans biais. Même les grandes enquêtes qui ont été publiées à François, Nature, Science, dans partie discussion, ils passent à leur vie. Mais qu'est-ce qu'une enquête sans biais? D'accord, on est d'accord. La meilleure enquête. Déjà, vous avez remarqué, j'ai parlé facteurs de risque, je n'ai pas dit facteurs de causalité. Il y a les études expérimentales, il y a la meilleure enquête d'un point de vue épidémiologique. Il y a les études de facteurs de causalité. Il y a les sans biais, parce que vous maîtrisez les paramètres de l'enquête. Mais enquête observationnelle, il y aura toujours un biais. Le monsieur a raison par rapport à ça. Donc toujours il y a un biais, mais il y a une différence entre un biais et un on doit minimiser premièrement les biais. Deuxièmement, on doit citer les biais dans l'article, dans la discussion. Normalement. C'est ça. Et ça me ramène à ma question essentielle, c'est est-ce que vous pouvez parler des enquêtes, des cas, des études randomisées qui ont fait beaucoup... Expérimentales. C'est des études expérimentales, c'est pas le cas de notre... Mais toujours... Mais ils ont posé un problème, surtout dans l'épidémie Corona. Donc, c'est un autre sujet, et si je rentre dans les études expérimentales, ça prendra beaucoup de temps, parce que c'est compliqué, c'est plus compliqué que les enquêtes observationnelles. Parce que les conclusions tirées à partir des études expérimentales, quand même... Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont robustes par rapport aux conclusions, par rapport aux autres alternatives? ما كاش أصدق من les études expérimentales. Si on fait un classement par degré de confidentialité ou je ne sais pas quoi, degré de confiance, c'est des études expérimentales. Après les autres. Ça prend du temps et c'est beaucoup compliqué que les études observationnelles. Donc, merci, monsieur Dr Becara, doyen de la faculté. Il doit quitter donc la salle parce qu'il a des obligations. Voilà, donc on passe à la deuxième conférence qui va être assurée. Docteur. Ici, on est de l'université de Sud-Lagas, enseignant, puis
On a une start-up GM Life Sciences donc, dans le domaine génomique. Aujourd'hui, on va parler donc, de l'utilisation de séquençage de génome complet pour l'identification des résistances aux antibiotiques, des facteurs de virulence, l'optimisation des thérapies en utilisant de l'intelligence artificielle. Production. Donc l'innovation à explorer les technologies émergentes comme l'NGS et l'intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients. Donc, nous sommes à un tournant critique dans la lutte contre les infections bactériennes, donc l'émergence de la propagation rapide des résistances aux antibiotiques, donc menace l'efficacité des traitements conventionnels et propose un défi majeur pour les systèmes de santé à travers le monde. Parallèlement, il y a des facteurs de virulence, donc les bactéries qui continuent d'évoluer, rendant certaines infections plus difficiles et sévères à traiter. Donc les deux, donc les résistances aux antibiotiques et les facteurs de virulence, donc, vont nous amener à utiliser la technologie, donc le Whole Genome Sequencing en utilisant le NGS, offre une opportunité sans précédent pour comprendre en profondeur le paysage génétique des agents pathogènes. Donc cette technologie nous permet non seulement d'identifier rapidement et précisément les gènes de résistance et aux facteurs de virulence, mais aussi d'adapter une approche personnalisée dans la gestion des thérapies antibiotiques, dans ce qu'on appelle de la médecine de précision. Donc l'avènement de la technologie, donc le séquençage de nouvelle génération, ainsi le génome complet, va permettre de comprendre l'importance de Whole Genome Sequencing en microbiologie clinique, examiner le rôle de l'intelligence artificielle dans l'interprétation des données, parce qu'elle va générer des milliards de données génomiques et la décision thérapeutique. En parallèle avec donc, le microbiome, donc si on veut faire une analyse complète, donc ce qu'on appelle des omiques, ainsi donc discuter l'impact sur l'optimisation des thérapies antibiotiques. Donc pourquoi ce sujet est-il crucial aujourd'hui? Donc la résistance aux antibiotiques est souvent qualifiée de pandémie silencieuse. Donc, sans intervention efficace, nous risquons de revenir à une ère pré-antibiotique, là où les antibiotiques ne servent à rien et les infections pourront rendre mortelles. Donc l'adoption de technologies du NGS et l'intelligence artificielle essentielle pour inverser cette tendance. Donc le concept, on va parler de définition, donc définition des mécanismes généraux. Donc les antibiotiques, c'est des substances naturelles ou synthétiques capables d'inhiber la croissance ou de détruire les bactéries. Ils sont essentiels pour traiter les infections bactériennes. Les antibiorésistances, ça veut dire donc, la capacité d'une bactérie à survivre et se multiplier en présence d'un antibiotique ou des concentrations normales efficaces pour inhiber ou tuer les bactéries sensibles. Elle peut être intrinsèque ou acquise par des gènes résistants. Les mécanismes de résistance, on a plusieurs. Ça commence par l'inactivation, par production des enzymes ou modification enzymatique, altération des cibles des antibiotiques par mutation ou remplacement, ainsi diminution de la perméabilité par modification des porines et épaississement de la paroi cellulaire, les pompes des flux, donc pompes spécifiques et pompes multidrogues, par le bypass métabolique ou le contournement métabolique par des enzymes alternatives et des voies secondaires, ainsi que la production de la cible. La protection de la cible, donc protéines, comme les protéines protectrices, et la formation de biofilms, donc qui va faire l'échange entre les bactéries donc de la résistance, formation de matrices et l'échange génétique, et la régulation génétique adaptative, donc l'induction génétique et la pression génétique, et à la fin l'acquisition des gènes par
les différentes voies, que ce soit la conjugaison, la transformation, la transduction. L'origine, donc, soit, on a parlé de l'acquisition, soit des mutations ou des éléments génétiques mobiles comme les plasmides, les transposons et les intégrants. Donc, l'impact sur la santé publique de ces modifications. Premier, donc, c'est des infections accrues, donc l'augmentation des cas d'infection. Les conséquences cliniques, donc on a un séjour prolongé et taux de morbidité plus élevé, et impact économique, augmentation des coûts de santé publique, donc, et besoin de traitement coûteux. Et à la fin, défis mondiaux, donc la propagation internationale des résistances nécessite une coordination entre les pays, entre les organisations. Deuxième volet, c'est les facteurs de virulence. Les facteurs de virulence, donc définition et rôle dans la pathogénicité microbienne, composant aux produits bactériens qui contribuent à la capacité d'un micro-organisme à causer une maladie interagissant avec l'hôte. La pathogénicité, c'est l'aptitude d'un micro-organisme à provoquer une maladie. Et la virulence, c'est un degré de pathogénicité souvent lié à la quantité et l'efficacité des facteurs de virulence. Voilà les différents facteurs de virulence. Donc on commence par l'adhésion et l'invasion, les capsules, les toxines, les biofilms, les systèmes de sécrétion et les enzymes extracellulaires. L'importance pour le diagnostic et le traitement. Donc le diagnostic, c'est la détection des facteurs de virulence spécifiques pour identifier l'agent pathogène. Utilisation des tests moléculaires ciblant les gènes de virulence par PCR ou d'autres techniques reliées à la PCR. Le pronostic, donc, certains facteurs de virulence sont associés à des formes plus sévères de la maladie. Par exemple, donc, présence de PVL dans les staphylococcus liés à l'infection cutanée nécrosante. L'interaction entre résistance et virulence. La co-sélection des gènes de résistance et de virulence peuvent être situés sur le même élément génétique mobile. Ils vont se transmettre ensemble, facilitant leur transmission simultanée. Ça veut dire qu'elle est virulente et acquis une résistance. Donc l'adaptation bactérienne, donc il y a une adaptation, donc pression sélective des antibiotiques favorisant les souches résistantes et virulentes. Les conséquences, sévérité accrue des infections, difficulté à traiter les infections causées par les bactéries, à la fois résistantes et hautement virulentes. Cela rend la bactérie, donc rendre la propagation rapide, donc les facteurs de virulence facilitant la transmission entre hôtes, nécessitent une approche intégrée, donc surveillance simultanée des résistances et des facteurs de virulence, élaboration de stratégies thérapeutiques ciblées. Pour cela, on passe au séquençage du génome complet. Donc l'utilisation de whole genome sequencing dans l'identification de résistance aux antibiotiques, donc ça a révolutionné la manière dont nous pouvons détecter et analyser la résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Contrairement aux techniques phénotypiques, donc ça va nous rendre service de donner un paysage complet de génome génétiquement de tous les facteurs, que ce soit de virulence, de transport ou de antibiorésistance. Les mécanismes, donc, on peut détecter les mutations ponctuelles, donc c'est des changements de nucléotides. Exemple, le gène GIRA ou PARCA, donc c'est des mutations conférant une résistance au fluoroquinone en modifiant les sous-unités de girase et la topoisomérase 4. Le gène RPOB, donc les mutations entraînent une résistance à la rifampicine en altérant l'ARN polymérase. Gène de résistance acquis par acquisition horizontale des gènes via des éléments génétiques mobiles, comme les plasmides, par exemple les bêta-lactamases, oui, les transposants, comme les TETM, donc pour la tétracycline,
les intégrants, ainsi de suite. Les gènes codants pour les enzymes inactivant les antibiotiques. Bêta toujours bêta-lactamase, donc classe A, B et C, dans un enzyme capable d'hydrolyser différentes bêta-lactamines. Carbapénémase, donc des gènes qui confèrent une résistance au carbapénane. Enzymes modifiant les aminoglycosides, par exemple le AAC6IB. Il y a des modifications des cibles antibiotiques, altération des protéines ribosomales affectant liaisons macrolides, glycosamides et spectrogramines, modification des acides gras membraneux conférant une résistance à la doptamycine. Maintenant, procédure d'identification des résistances via le whole genome sequencing. Donc, ça commence par une collecte et préparation d'échantillons, isoler l'échantillon, isoler donc des bactéries, culture pure obtenue à partir d'échantillons cliniques. Puis l'extraction de l'ADN et vérification de la concentration et l'intégrité de l'ADN par rapport aux impuretés, par spectrophotométrie ou qubit. Les techniques de séquençage qui sont démocratisées maintenant, donc soit le séquençage par Illumina, donc qui donne des courtes séquences, soit le séquençage long reads par PacView ou Oxford Nanopore Technology. Et chacun a ses avantages et des inconvénients. Donc, Illumina, donc, il va donner des courtes séquences de 75 à 300 paires de bases. Elle a donc une grande précision, mais elle va dépasser les parties donc, de répétition. On a un problème donc, dans cette technologie des parties de répétition. Donc, qui nécessite des fois des amplifications de PCR pouvant induire des luttes. Voilà. Le PacBio, donc la technologie qui font, donc l'avantage de cette technologie d'avoir des séquences de 50 kilobases, ça veut dire 50 000 bases, mais parmi ces avantages, on a moins de problèmes d'assemblage, de faire l'assemblage de génomes. Et les inconvénients, le taux d'erreur, il est plus élevé. La dernière technologie, c'est la Oxford Nanopore Technology, donc qui utilise donc, une méthode de lecture sur des purines. Et donc, l'avantage toujours, c'est des long reads sur à peu près 400 000 bases, mais les inconvénients, toujours les erreurs, le taux d'erreur, mais il a passé ces dernières années de 8% à 0,26%. Donc c'est vraiment, donc il y a donc, une avancée dans la chimie de séquençage. Donc, préparation des bibliothèques de séquençage. Donc ça commence par donc, fragmentation, soit enzymatique fragmentase ou mécanique par Covaris. Ainsi donc les tags, le clustering, puis donc l'amplification et lecture sur les flow cells et après donc génération de data en fichier FASTA. Puis donc on aura le contrôle qualité. Après le contrôle qualité, donc les librairies, donc structure, donc contrôle de la librairie, donc puis le séquençage et bon, puis le contrôle de qualité de séquençage. Et on passe à la fin à la bioinformatique. Voilà les différentes étapes jusqu'à la purification. Puis, il y a dans la bioinformatique les pipelines de bioinformatique. Ça commence par l'assemblage, puis détecter les gènes et les fonctions, donc l'annotation, ce qu'on appelle l'annotation avec plusieurs. Donc, on combine plusieurs outils d'algorithmes pour faire le séquençage. Avant de faire ce genre d'analyse, donc il faut donc le contrôle qualité, donc contrôle qualité des données brutes. Donc on utilise FASTA-QC, ainsi que donc Trimatic ou Qtadapt, donc pour analyser, donc plutôt faire le tri de contrôle de qualité.
Après cela, c'est l'assemblage. On a deux types d'assemblage, que soit on n'a pas de référence, soit on a déjà une référence à faire l'assemblage. Donc si on commence par l'assemblage sans référence, ce qu'on appelle l'assemblage des nouveaux. Donc c'est des logiciels qui utilisent le SPADES ou Velvet pour reconstruire les génomes sans référence. Si on a de référence, et donc l'utilisation de DWA ou GOT2 pour aligner les lectures sur un génome connu. Mais l'idéal, c'est d'utiliser de novo parce qu'on a tendance, parce qu'il y a des bactéries qui donc, échangent de génétique, donc tendance de trouver des nouvelles séquences à l'intérieur du même génome, et donc la meilleure solution d'utiliser l'assemblage de novo. Après, il y aura l'annotation, donc identifier les gènes codants, les ARN, les éléments mobiles. Donc, logiciel utilisé tel que PROCA ou RAST pour l'annotation automatisée. Donc, les bases de données spécialisées, donc pour détecter les gènes de référence, il y a le ResFinder et CAR et ARG Annote. Donc, c'est le processus de comparaison des séquences génomiques avec les séquences connues de gènes de résistance et du système de BLAST. Donc, l'identification des mutations ponctuelles associées à la résistance. Puisqu'on fait le BLAST, on va détecter l'alignement, le radar de ce genre d'informations. L'analyse des mutations ponctuelles par l'utilisation des SAM Tools ou GATK, c'est le même algorithme utilisé que pour l'humain ou pour le génome humain ou bactérien. Puis, filtrage des variants d'intérêt. Ce qui nous intéresse après. Après la partie, c'est la visualisation. Comment visualiser ces gènes? Donc, outils comme ARTMIS ou Genome Viewer, donc pour explorer le génome assemblé. Donc, génération de rapports détaillés des gènes de résistance identifiés, que ce soit des gènes de résistance ou de virulence. Puis, donc, intégration des données génomiques dans la pratique clinique. Donc, c'est la partie la plus importante. Donc, interpréter des résultats, donc évaluation de la pertinence clinique des gènes de résistance détectés. Parce que, quand on fait ce genre d'analyse, on a un problème que ce soit d'interprétation, mais parce que la génomique seule ne donne pas des réponses. C'est pour cela qu'on opte pour multiomique. La génomique, elle va donner le gène, mais est-ce qu'il est exprimé ou pas? Est-ce que c'est un gène actif ou pas? Donc la réponse dans la transcriptomique, après. Ou la protéomique, par Malditov. Donc, prise en compte des phénotypes de résistance observés en laboratoire. Comparer tout ce qui est phénotype avec la génomique. Communication avec l'équipe médicale, donc présentation des résultats aux cliniciens pour informer les décisions thérapeutiques. Collaboration interdisciplinaire pour interpréter les données complexes. Maintenant, je vais présenter un cas qu'on a reçu donc, de l'hôpital militaire, qu'on a étudié, donc on est en train de préparer une publication là-dessus, d'une bactérie, le Enterobacter oacei, donc on a nommé comme sur l'étiase rénale d'une fille de 2 ans. Mais malheureusement, elle est décédée suite à des complications de ce genre, de la résistance. Voilà la bactérie, donc on a reçu, donc on a fait le MLST, donc c'est 421. Donc c'est une bactérie, donc fait partie des Enterobacter, avec tous les informations génomiques qu'on a fait donc à partir de panoplie d'outils de bioinformatique. Ce qu'il a généré, et ce qui nous intéresse, c'est les facteurs de virulence et les cibles thérapeutiques
ainsi que la résistance. Pour cela, on a utilisé, pour les facteurs de virulence, on a utilisé 3 bases de données. Et pour la résistance, 3 bases de données pour comparer, donc, parce que le Patrick, par exemple, il utilise l'intelligence artificielle pour détecter ce genre de gènes, que ce soit de la virulence ou de résistance. Donc les résultats, donc on a trouvé divers mécanismes de résistance et divers mécanismes de virulence. Donc les pompes à flux conférant une résistance aux antibiotiques, voilà les différentes gènes détectés dans cette bactérie. Ainsi, donc voilà, donc les MSR, donc dans le système RND, le MAC-A, le MAC-B, et l'OXA, donc l'OXB, donc ainsi de suite. Donc, il y a des cibles antibiotiques dans les espèces sensibles, donc ce qui est la sensibilité. En parlant de mutations qui ont changé certains gènes, donc certains gènes comme le GRAS, A, B, par K, donc associés à une résistance accrue au fluoroquinolone. Mutation RPOB, donc qui va conférer donc des résistances, ainsi de suite. Donc, il y a des enzymes inactivant les antibiotiques, comme le FOSA, le FOSA2, donc bêta-lactamase de classe C, ainsi de suite. Donc régulation modulant l'expression des gènes de résistance, le MAR-A, le MAR-B, le MAR-R. Voilà, donc les gènes, il y a des gènes modifiant la perméabilité ou la charge de la paroi cellulaire. Donc des gènes conférant une résistance via d'autres mécanismes, donc par exemple le JIT-B, donc l'absence ou la mutation de cette méthylotransférase peut entraîner une résistance aux aminoglycosides, par exemple. Donc, avantage de cette étude, donc l'utilisation de Whole Genome pour l'identification des résistances. On a une détection rapide et précise, donc par l'identification de tous les gènes de résistance présents, y compris ceux non détectés par les tests phénotypiques. On a une compréhension globale du profil de résistance, prise en compte des mécanismes multiples et commutatifs, surveillance et épidémiologie moléculaire par le MLST, parce que quand on fait le génome complet, le MLST est directement détecté, on peut typer donc la bactérie. Traçabilité des souches et compréhension des modes de transmission, personnalisation des traitements antibiotiques, donc adaptation des thérapies en fonction du profil génétique de la bactérie. Donc mais il y a des défis et des limites d'utilisation de Whole Genome Sequencing. Parmi les défis, donc c'est les gènes qui sont présents, est-ce qu'ils sont actifs ou pas. Donc, le complexe des analyses bioinformatiques. Comme vous le savez, pas qu'en Algérie, même dans le monde, on a peu de bioinformaticiens. Donc c'est une denrée rare, donc besoin de personnel qualifié et de ressources informatiques adéquates. En général, en Algérie, donc, qui enseignent la bioinformatique, c'est des informaticiens. Malheureusement, qui n'ont pas des notions en bioinformatique. Interprétation clinique des données, donc nécessite de corréler les données génomiques avec les résultats phénotypiques et cliniques. Des fois, ce n'est pas concluant. Temps de réponse. Certes, l'analyse ne prend pas beaucoup de temps, mais l'analyse des données qui prend de temps. Donc, et le coût. Le coût, investissement initial important pour l'équipement et les logiciels. Standardisation et validation. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une standardisation de la technique. Il n'y a pas une standardisation pour utiliser telle ou telle pour telle ou telle bactérie. Donc on a besoin de protocoles standardisés pour assurer la qualité et la reproductibilité. Mais là, parce que là, on parle de clinique. Ce n'est pas de la recherche. Pour la recherche,
pas un problème, mais pour la clinique, il faut donc des protocoles standardisés. Perspective future, donc intégration de l'intelligence artificielle et de machine learning. Ça a commencé par Patrick. Donc Patrick, donc c'est une plateforme qui utilise de l'intelligence artificielle pour détecter ces gènes de virulence. Ça veut dire, si on trouve, par exemple, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, si on trouve 50 gènes de résistance, Patrick, il va trouver plus 10. Ça veut dire, il va détecter, donc, selon la structure de gène, s'il est donc fait partie des gènes de résistance ou pas. Ça veut dire qu'il va comparer avec les bactéries ou tous les gènes de résistance. Ça veut dire que ce n'est pas donc spécifique à l'entérobactère, peut-être spécifique à d'autres bactéries. Donc il va le détecter, il va le considérer comme gène de résistance ou gène de virulence. Donc amélioration de la vitesse et de la précision de l'analyse des données. Donc, ainsi que la prédiction des phénotypes de résistance à partir des données génomiques. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de ces données, sans passer par la génomique, créer des profils à partir des PCR. On peut détecter la virulence et là, par des marqueurs par PCR. Des marqueurs pour cibler, typer, en dehors de MLST, typer la résistance et la virulence de la bactérie. Séquençage en temps réel au point de souhait. Maintenant, avec l'avènement de Oxford Nanopore Technologies, c'est faisable parce que c'est des petites machines de séquençage, donc la taille d'un téléphone, qu'on peut le brancher à un PC ou directement sur un téléphone, qui va faire donc l'analyse en temps réel, qui ne coûte pas cher, et c'est très pratique. Développer des dispositifs portables pour une utilisation directe en clinique. Base de données enrichie. Et on voit donc, même pour les étudiants, quand on prépare de blast, le blast d'aujourd'hui et le blast d'une semaine, ce n'est pas le même. Parce que la base de données, elle a été toujours enrichie. Partage international des données pour une meilleure surveillance globale. Approche multi-omique. C'est pour cela, donc, maintenant, on ne se contente pas de ce qui est génétique, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique et microbiome. Intégration des données génomiques avec la transcriptomique, donc la protéomique. L'impact de ces technologies sur l'optimisation de la thérapie antibiotique et la lutte contre l'antivirésistance. Donc l'intégration de whole genome et l'intelligence artificielle dans la microbiologie clinique a ouvert de nouvelles perspectives pour l'optimisation de la thérapie antibiotique et la lutte contre l'antibiorésistance. Ces technologies permettent une approche plus précise, rapide et personnalisée du traitement des infections bactériennes, contribuant ainsi à réduire la propagation de la résistance aux antibiotiques. Comment personnaliser? Donc, il faut un choix éclairé des antibiotiques. Adaptation basée sur le profil génétique, identification précise des résistances pour une thérapie ciblée. Réduction de l'utilisation d'antibiotiques à large spectre. Quand on a une information, on ne va pas donner un antibiotique à large spectre qui va détruire notre microbiote et surtout pour les enfants qui nécessitent des fois 2 ans pour établir l'équilibre microbiote. Donc impact sur le microbiote et conservation des antibiotiques critiques et un impact économique, réduire le coût. Donc personnalisation des traitements antibiotiques, dosage et durée de traitement. Donc, on réduit la durée. Optimisation de dosage, ce qu'on appelle de pharmacogénomique, et éviter le sous-dosage. Ajustement de la durée, donc le traitement plus court. En conclusion,
Donc, en synthèse, l'utilisation de whole genome sequencing et l'intelligence artificielle représente une opportunité sans précédent pour transformer la microbiologie clinique. Cette technologie permet une compréhension détaillée des agents pathogènes. Ainsi, donc, elle permet une personnalisation des traitements dans le cadre de la médecine de précision et une lutte plus efficace contre l'antibiorésistance. Cependant, pour réaliser pleinement ce potentiel, il est indispensable de surmonter les obstacles actuels, donc une action collective, pas que les chercheurs, pas que les médecins, ainsi que le pouvoir public. En unissant nos efforts, nous pouvons accélérer l'intégration de ces innovations dans la pratique clinique, améliorer les résultats pour les patients et contribuer à la santé publique mondiale. Donc ensemble, faisons progresser la microbiologie clinique pour un avenir meilleur, de meilleure santé. Merci. Base de données. Et il n'y a pas une base de données. Donc, déjà, il y a pas mal d'études dans ce genre de génome complet, donc qui ont passé par notre labo, donc ils ont fait de génome complet, mais il n'y a pas une base de données pour être utilisée par les chercheurs pour faire ce genre de détecter la dominance ou voilà. Je vous remercie, monsieur Félicie. Enfin, je vous remercie tout le monde pour vos questions très intéressantes et pertinentes. Donc, s'il vous plaît, à la pause cafétéria. Ah, d'accord. Il y a une question. Une question. C'est tout. Je remercie le communicant. C'était une communication très intéressante comme les autres communications passées. Donc, c'est beaucoup plus concernant le problème de l'antibiorésistance qui est fréquent dans nos hôpitaux. Même, il n'y a pas que dans nos hôpitaux, même enfin, à l'échelle individuelle, des personnes qui ont présenté des résistances à plusieurs antibiotiques. Cette technologie, elle est très intéressante, elle est une méthode merveilleuse, mais est-ce qu'elle est pratiquée dans certains établissements? Non. Oui. Elle est pratiquée en Europe, surtout, donc elle est démocratisée dans les pays scandinaves. Et ici en Algérie, pas encore. Pas encore. Ils ont commencé à Ben Aknoun. Ils ont acquis donc de matériel pour le faire. À Ben Aknoun, CPMC. Est-ce qu'on espère qu'elle sera généralisée, Inch'Allah? Inch'Allah. D'accord. Si elle est bénéfique. Et c'est économique. Oui. Donc, concernant les antibiotiques également, l'antibiorésistance également, bon, vous avez parlé de la prescription médicale, oui, certes, le médecin contribue à ça, mais il n'y a pas que les médecins. Il faut attirer la sonnette d'alarme. Il y a les médecins, il y a les pharmaciens, il y a le public, il y a les pharmaciens, il y a des vendeurs, il achète des antibiotiques il les utilise pendant 1 ou 2 jours, il arrête. Parfois, il change d'antibiotique, il reprend un autre antibiotique, et ça va de soi. On aura un problème, je dirais pas un problème de santé publique, mais on aura peut-être des catastrophes dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que les vétérinaires également, les vétérinaires qui sont là, il y a la prescription à les vétérinaires également. Donc la population encourt un risque important, où c'est très bien de penser à ça, où j'espère qu'il y aura des journées où il y a des cliniciens et des chercheurs qui mettent au moins pour discuter ce point-là et peut-être donner un plus pour la prévention de ce phénomène-là. Je vous remercie. Merci, merci à vous. Donc, j'appelle Mariam Saadou. Mariam Saadou. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens à remercier le président du séminaire, ainsi les organisateurs et les membres de comité. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, je tiens à remercier le président du séminaire ainsi que les organisateurs et les membres de comité de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux de recherche. Aussi, je suis honorée d'être là parmi vous, de partager mes recherches et de contribuer dans cet événement important. Je tiens en particulier à remercier mes parents qui m'ont accompagnée à ce séminaire. Donc, je me présente, je suis la doctorante Ouamar Fatma Nida de l'université de Bjaya. Ma thématique de thèse de doctorat porte sur l'évaluation des effets biologiques des alcaloïdes de plantes médicinales locales pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, tout d'abord, on commence à expliquer c'est quoi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est une inflammation sévère et persistante du tube digestif. Donc, c'est une inflammation incontrôlée et qui est incontrôlée, sévère et aussi persistante du tube digestif. Donc, elle comprend deux formes majeures qui est la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Donc, elle est caractérisée par des diarrhées et des douleurs abdominales. Cette inflammation est due à plusieurs facteurs. Donc, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et ainsi le déséquilibre du microbiote intestinal. Okay. En raison des effets secondaires et indésirables des traitements pharmacologiques conventionnels qui sont utilisés pour traiter les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on s'est orienté vers les produits végétaux, donc en raison qui contient des métabolites secondaires qui présentent un effet thérapeutique, donc tels que les polyphénols, les flavonoïdes, les alcaloïdes, etc., et qui peuvent présenter un pouvoir anti-inflammatoire et surtout avec moins d'effets secondaires. Donc, les alcaloïdes qui sont utilisés en pharmacologie et en médecine sont des métabolites secondaires importants. En ce qui concerne la physiopathologie, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme je viens de dire, qu'ils sont provoqués, ils sont déclenchés par plusieurs facteurs génétiques, environnementaux et le déséquilibre du microbiote intestinal qui va déclencher une activation anormale du système immunitaire et de cela une inflammation intestinale chronique qui se manifeste par des signes cliniques ainsi que des lésions de la muqueuse. Donc ici c'est la dysbiose qui est le déséquilibre entre les bactéries commensales bénéfiques et les bactéries pathogènes. On a une surproduction des bactéries pathogènes, ce qui provoque la dysbiose, qui est un facteur qui déclenche les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc l'objectif de notre étude, c'est de déterminer l'activité anti-inflammatoire intestinale des alcaloïdes in vivo. Donc on va faire l'extraction des alcaloïdes. Une fois on extrait les alcaloïdes, on a acheté des souris de l'Institut Pasteur de type BALC. On va induire la colite. La colite, on va l'induire via le DMPS. La colite, elle ressemble à la maladie de Crohn chez l'humain. Donc tout d'abord, on a un protocole de 3 jours, c'est une inflammation aiguë. Donc le premier jour, on va administrer déjà le DMPS qui va induire la colite par voie intrarectale. Et puis pendant les 3 jours, on va administrer successivement, on va administrer les différentes doses d'alcaloïdes, donc 25, 50 et 100 mg par kilogramme des alcaloïdes, ainsi que le médicament de référence qui est le dexaméthasone. Et puis le troisième jour, on va sacrifier les souris. Donc on a fait des analyses macroscopiques, histologiques et biochimiques. On commence par les analyses macroscopiques. Les analyses macroscopiques, donc la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on va déterminer le poids du côlon sur la longueur du côlon. Pourquoi? Parce que c'est un marqueur fiable de l'inflammation. Il va nous indiquer est-ce qu'il y a une présence d'inflammation ou absence. Donc tout d'abord, on voit que chez le groupe sans contrôle, il n'y a pas d'inflammation. Par contre, chez les groupes de souris qui ont été administrés, on a administré le DMPS, on observe une augmentation du P sur L, donc du poids du côlon sur la longueur du côlon, ce qui détermine qu'il y a une présence d'inflammation. Par contre, une fois pour les groupes qui sont traités avec les différentes doses d'alcaloïdes, 25, 50 et 100 mg par kilogramme, on observe une diminution dose dépendante
significativement de P sur L, donc ce qui indique une diminution de l'inflammation. Donc ici on observe l'anatomie macroscopique. Donc on observe que chez le groupe des MBS, des zones de rougeâtre, ainsi qu'un raccourcissement de la longueur du côlon, et aussi des ulcérations, oui, c'est ça. Et pour les différentes doses de l'extrait d'alcaloïdes, on observe une restauration de la longueur du côlon, ainsi une diminution d'ulcération. Comme vous voyez ici dans la figure 4. En ce qui concerne les analyses histologiques, donc on observe que le contrôle, il y a une cytoarchitecture colique bien déterminée, bien structurée. Par contre, chez le groupe des MBS, on observe une destruction des cryptes, ainsi que la cytoarchitecture colique qui est presque détruite, des ulcérations, des amas inflammatoires, etc. Donc, une fois on a administré les différentes doses de l'extrait d'alcaloïdes, on observe une restauration de la cytoarchitecture colique, des cryptes qui sont bien organisées, ainsi une diminution des cellules inflammatoires. En ce qui concerne les marqueurs biochimiques, donc on va faire des analyses biochimiques, on va mesurer les marqueurs pro-inflammatoires qui sont MPO et MDA. Donc MPO, il nous indique l'inflammation parce que il est libéré lorsqu'il y a un afflux des neutrophiles aussi d'inflammation. Donc on observe que chez le groupe des MBS, il y a une augmentation des niveaux de MPO dans les tissus coliques. Une fois on a administré les différentes doses d'alcaloïdes, on observe une diminution hautement significative des niveaux de MPO, ce qui indique que l'extrait d'alcaloïdes, il présente un effet anti-inflammatoire parce qu'il diminue l'inflammation. En ce qui concerne les niveaux d'MDA, donc si le MDA qui indique, donc il provoque, il indique le stress oxydatif, donc qui est les dommages lipidiques. On observe que pour les groupes traités au DMBS, une augmentation des niveaux de MDA, donc une augmentation stress oxydative. Par contre, pour les différentes doses de l'extrait d'alcaloïdes, on observe une diminution significative, très significative, dose dépendante de MDA dans les tissus coliques, ce qui indique aussi que l'extrait exerce un effet antioxydant. Et pour le dernier marqueur antioxydant, ce qui est le GSH, donc le GSH on le trouve carrément absent dans le groupe des MBS, dans les groupes traités ou des MBS, et pour les différentes doses de l'extrait d'alcaloïdes, on observe une augmentation importante, hautement significative, du GSH dans les tissus coliques, ce qui indique que notre extrait, il présente un effet anti-inflammatoire et antioxydant. Donc pour conclure, on a pu déterminer que l'extrait d'alcaloïdes, les différentes doses de l'extrait d'alcaloïdes, on peut diminuer les symptômes induits par l'administration du DMBS. Ainsi, ils ont diminué de manière dose dépendante l'inflammation intestinale. Donc ils exercent un effet anti-inflammatoire et antioxydant et qui peut être utilisé comme un agent thérapeutique potentiel dans le traitement de la colite induite par le DMBS. Donc je vous remercie. Merci pour votre pause. Donc, je remercie Akmalinda Ouama pour sa communication. Donc, pour le débat, c'est après la pause café. Pour son intervention, d'accord, qui s'est focalisé plus sur les critères d'épidémiologie et plus spécialement, d'accord, cette histoire d'échantillonnage et d'échantillons. Je pense que les gens qui sont là, ils optent pour des études épidémiologiques, mais ils peuvent opter encore pour des études d'ordre expérimental en général. La question que je vais poser, elle est d'ordre général, d'accord? Cette histoire d'échantillons, donc il y a l'aléatoire simple, par strate, par phase, d'accord, par grappe, et ainsi de suite. Quels sont les critères qui vont essayer d'orienter le chercheur à opter pour tel ou tel échantillon? Merci. Le diagramme commence par des questions. Y a-t-il une base de données disponible? Oui, non. On fait ça mieux faire. Est-ce qu'il y
y a-t-il des informations auxiliaires? Non, c'est les diagrammes qui me permettent d'utiliser, parce que j'utilise l'intervalle sur aléatoire systématique, en graphe, en strat, en boîte, ça dépend de la nature de ces informations. Il n'y a pas un seul plan qui pourrait être utilisé pour toutes les expériences. D'accord, merci. Ce temps, il était une opération très difficile. C'est la plus difficile. C'est la plus difficile. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que témoin. Regarde, je suis témoin non malade. Non malade de la maladie, je suis en train d'étudier. Oui, c'est sûr. On peut avoir des cas de mort et un peu dans un milieu hospitalier, c'est-à-dire moi. Ça m'arrange n'importe où. Ça m'arrange mon corps. ليه ما نعرفش ننقل؟ اسكو الطبع عنده علاقه مع المرض الكاردياك وعنده علاقه مع الكونسير سافا فوسي فو ريزولتا وين نروح؟ نروح بهذاك جينيكو نروح تروماتو نروح لي دونك لي شوا دو تيموان سي تري امبورطون باسكو il faut avoir un témoin اللي ما يكونش عنده لي ميم فاكتور دو ريسك كيف مع لي كام سينو vous allez quoi? Philosophique, c'est que toujours il y a un biais, c'est-à-dire des biais. C'est-à-dire malgré si j'utilise une méthode standardisée et tout, mais est-ce que philosophiquement, est-ce que ce n'est pas un biais, ça n'entre pas dans le biais de, c'est-à-dire toujours mon échantillon sera biaisé, d'accord? Il n'y a pas une enquête sans biais. Partage de causalité. Bien sans biais, parce que vous maîtrisez bien le paramètre de mon. Mais observationnel, il y a toujours un biais. Le monsieur a raison par rapport à ça. Toujours il y a un biais, mais il y a une différence. Mais on doit minimiser premièrement les biais. C'est des enquêtes, des cas, des études randomisées qui ont fait antibiotiques également, l'antibiorésistance également. Bon, vous avez parlé de la prescription médicale, oui, certes, le médecin contribue à ça, mais il n'y a pas que le médecin. Il faut attirer la sonnette d'alarme. Il y a les médecins, il y a les pharmaciens, il y a le public. Il y a un pharmacien, il fera des vendeurs, il achète des antibiotiques, il les utilise pendant 1 ou 2 jours, il arrête. Parfois, il change d'antibiotique, il reprend un autre antibiotique, et ça va de soi. On aura, j'ai un problème, je ne dirais pas un problème de santé publique, mais on aura peut-être une catastrophe dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que les vétérinaires également, les vétérinaires qui sont là, il y a la prescription des vétérinaires également. Donc la population encourt un risque important, où c'est très bien de penser à ça, où j'espère qu'il y aura des journées où il y a des cliniciens et des chercheurs qui mettent tout main pour discuter ce point-là et peut-être donner un plus pour la prévention de ce phénomène-là. Je vous remercie. Merci.
sûr, d'accord. Gracias.